Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. À l'heure de la rubrique Le Point aujourd'hui, on va continuer à parler de la crise du carburant de manière générale, mais surtout de l'augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché local. La société s'inquiète de cette décision, attend, observe aussi donc, ce que cela va donner comme conséquence, comme impact sur les autres secteurs. Mais ensuite, on parlera également du GTS, qui est un groupe de travail sur la sécurité monté par des ex-militaires, des experts en sécurité à l'échelle nationale aussi. Mais pour en parler avec vous, avec nous sur le plateau de Métropole aujourd'hui, Achille Larac de Haïti, je m'engage, de l'Association des militaires haïtiens, et on va développer tout ça avec M. Achille Larac, qui est un habitué de la maison. Bonjour, bonsoir, M. Achille Larac, un plaisir de vous revoir ici. Bonjour Jean-Gilles, bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Donc, il y en a un point qui surtout a attiré l'attention nous, vers position, c'est que pour position, bien, ou dans le même chemin, abondé dans le même sens avec les syndicalistes du secteur du transport en commun qui font des exigences, des propositions à l'État haïtien, même avant de procéder ou de prendre cette décision. Et bon, dans le même sens, oui, dans un certain sens. Ça veut dire que les syndicalistes, eux-mêmes, ils regardent les bagailles là, et du point de vue augmentation, comment ils vont l'affecter. Moi, je regarde nous l'autre gens. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui prend des décisions pour prendre, et pour augmentation prix gaz, pas aucun gens, personne dans le pays est capable de contester. Et le fait qu'il est obligé d'augmenter le prix gaz, la subvention sur tout produit pétrolier, et son bagage qui est finalement ridicule. Et si nous pas des objectifs communs à la subvention, ça, des objectifs réels à la subvention. Je leur dis, vous subventionnez tout produit pétrolier, et nous n'avons pas acheté gaz à le marché, Saint-Domingue traverse vient acheter bon, ici là parce que la caille coûte plus cher, ça crée un désordre, ça crée des bons problèmes que nous vivons tous les jours, des désordres, tout a été bagaille. Mais si nous avons travailler sur l'opportunité question. C'est-à-dire nous avons besoin de mettre l'ordre dans le pays, nous avons besoin de mettre l'ordre dans tout sens, nous avons besoin, et pour le boisement par exemple. Nous avons État, Haïti est à 25% de couverture et forestier, 25%, vous avez dit 25% de couverture forestier sur le territoire. C'est ce qui avait été dit par des experts. Je vais répéter, c'est pour un bagage que moi j'ai analysé. Mais un pays qui est à 30% de couverture forestier est dit en danger écologique. Donc, nous un très grand danger écologique finalement. Donc, nous ne sommes pas capables pas subventionner kérosène, alors que kérosène, dans la période ça, actuellement, c'est meilleur remplacement que nous avons pour charbon de bois. Donc, l'économie qui a périclité comme ça, côté moun pral gen tendance à couper pied bois tout côté, côté pas aucune surveillance sur le territoire, ou pral gen un débat. Côté moun yo, c'est seul ressources ou ressources qui plus facile là, c'est faire charbon. L'on pas subventionner kérosène ou favoriser la déforestation. Nous comprenons que vous mettez prix sous kérosène, ni kérosène ni propane. Ou tu mettez prix sous kérosène avec propane, si jamais vous te font mise en place de gardes forestiers corrects pour te déjà protéger les forêts. Et puis sous une politique de reboisement qui te marché. Mon pas de moyen pour faire politique de boisement marché et on va favoriser plus de boisons. Ça ne fait aucun sens. Donc, vous avez l'impression qu'à partir de gasoline, vous mettez moins de cob solide comparativement à kérosène et à diesel là. Donc, vous pensez que décision ça va porter plus politique, populiste, que une décision constructive pour le pays en termes de retombées à l'avenir, M. Achille Larac? Très certainement. C'est-à-dire que ce sont des décisions qui pas et gain aucune, à mon avis, il n'y a pas aucune réflexion profonde et sérieuse là-dedans. Wow. Mais d'accord pour augmenter les prix. C'est évident qu'il faut augmenter. Mais c'est évident tout qu'il y a des répercussions
que faut qu'on ait une honnêteté dit pour rien. L'augmenter le prix diesel là, et pour dire, c'est grand nègre seulement avec usine qui a consommé diesel. Mais grand nègre, quoi dire là, c'est eux-mêmes qui utilisent diesel là pour faire freezer, produits alimentaires rentrer. Pour conserver les produits alimentaires, ça, il faut obliger les freezer. Pour capable et faire viande, puis tout le monde a mangé viande pour le cuisse pour tout le ça dans la rue. Mais cuisse pour le rentrer dans le conteneur réfrigéré. Conteneur réfrigéré, ça diesel, il marché. Pour capable de guider, cool. L'augmenter le prix diesel, le prix cuisse pour la va monter tout. Il faut qu'on dise population, hein, produit de première nécessité, pour le monter. Pour les gens conserver. Ou pas qu'à monter un prix, et prix un bagage. Camion transport qui transporter du riz. Si tu comptes payer un transport, X montant. X montant pour sortir de la douane, pour livrer aux marchandises dans la caillou, camion ça va coûter plus cher, puisque ou dit diesel la montée. Donc, ou pral, il y a une augmentation, pral une répercussion sur le prix marchandises. Donc, ou pral créer. Pour protéger un secteur, les carburants, et pour dire qu'on va faire développement avec le carburant, on va pénaliser l'autre secteur. On va pénaliser le secteur alimentation, on va pénaliser le vente par là. Ou dit population, m'a beau avantage, parce que m'a augmenté le prix, mais l'État a plus de damel pour faire l'école, pour faire l'hôpital, pour faire la police moyen. Mais, ou pas dit population, honnêtement, m'a augmenté le prix de gaz là, mon bras le pays manger à plus cher. Ou prend le grand groupe plus facile parce que ou pas dire quand on prend augmenter le propre cap dans la poche. La masse salariale, le monde qui peut-être à travailler, pas augmenter non plus dans le moment. Pas capable d'augmenter puisque quand il y a coût de production usine qui a employé mon yo vient plus. Une usine qui a fonctionné sous génératrice parce que pratiquement pas un courant dans le pays. Coût de production journalier il vient beaucoup plus. Il peut augmenter de 33% en plus sur coût de production sous ça vous faites. Bon, comment on peut accuser un coût de production qui a augmenté, plus pour augmenter ça à l'employé. Ou pas compétitif du tout. Le ça s'est ouvert avant tout, c'est un domaine qui vous voyez. Donc vous avez l'impression que le gouvernement vient de mettre de l'huile sur le feu en prenant cette décision qui satisfait peut-être au premier degré le gouvernement en déficit qu'il a annoncé que l'État fait, mais au second, au troisième degré qui prend un impact néfaste, négatif sur le reste de la société. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, M. Achille Lara. C'est ce qui est clair. Mais notez bien que moi, pas contre augmentation prix, mais de manière mesurée. Et puis, il faut regarder les impacts d'un côté comme de l'autre. Oui, l'État pas capable de continuer à subventionner le gaz, il faut qu'il augmente. Mais est-ce que l'État est capable et assurer que la population qui va dépenser beaucoup plus pour vivre chaque jour, et c'est pour faire du transport seulement, est-ce que l'État est capable? Comment elle va quitter ça? Comment elle va quitter l'économie ça? Vous avez l'impression que le fait pour le gouvernement de dire que le prix de transport n'a pas augmenté, c'est de la poudre aux yeux? Bon, parce que toute l'autre bagaille va augmenter selon l'explication que vous partagez là. Prix de production, de transport, si vous voulez, des importations, des produits, etc. Tout va augmenter, mais l'accent est mis uniquement sur le transport en commun, par exemple. Et ma parodie un auteur qui dit que nous avons tous le droit, une fois, d'être inconscients. Mais pas aucune raison pour nous faire de l'inconscience. Un sport ou bien un métier. Or, l'État nous pratiquement fait de inconscience et mauvaise foi un métier. C'est-à-dire que les calculs ou les décisions doivent être prises à partir de calculs cohérents. Pas de problème, encore une fois, à ce que tu as monté le prix gaz. Mais nous tous nous conscients que quel que soit le secteur dans la société, sous la grabe, n'a pas taugé et nous pas comment pour nous construire la société. Puisque vous décidez d'augmenter le prix gaz là pour des raisons X, gaz a monté sur le marché international, là on va continuer à subventionner, on utilise ça pour nous capables de renforcer au moins le secteur syndical, le secteur transport. Nous n'avons pas aucun chiffre journée aujourd'hui. Personne ne peut prétendre qu'il y a un chiffre pour qu'on
combien de motocyclettes et qui sa consommation gaz motocyclette représentée. Nous pas de chiffres qui pour dire véhicules de transport en commun qui ça représenté comme consommation de carburant. Nous pas aucun chiffre qui dit nous embouteillage à cause de et mauvaise foi puisque nous n'avons pas aucun embouteillage qui n'a aucune vraie raison d'être en Haïti. Qui quantité de gaz qui consommé dans et mauvaise gestion de la circulation. Qui ça nous perdu là-dedans? Est-ce que l'État, j'aime son bon chiffre pour dire, messieurs, si me paye, si m'engage 20 policiers supplémentaires dans tel axe routier pour régler la circulation, pour faire pas d'embouteillage, est-ce que la coûte me pichet? Si pas d'embouteillage, que ça m'a dépensé en termes de carburant pendant l'embouteillage. Bien, si réparation faite dans tel axe routier, est-ce que ça coûte moins cher également en termes de dépenses en carburant? Ensuite, bon, c'est bien beau que le ministre des Finances dise que vous prenez plus qu'on fait plusieurs bagailles. Mais, fonds d'entretien routier que vous tirez sous salaire tout le monde, est-ce qu'on a moins de trous dans la rue avec fonds ça? Est-ce qu'on a un rapport que vous avez société sous taxe que vous percevez, sous utilisation? Or, légalement, la loi Baou, une nomenclature à chaque perception. Parce qu'on a raison pour lui. Ou des fonds d'entretien routier, ou supposé qu'on pourcentage qu'on paye sous salaire ou pour ça. Donc théoriquement, en tant que citoyen, en fin d'année ou en début d'année fiscale, il est supposé dire nous, mais combien de quoi nous recevons sous fonds d'entretien routier, mais combien de quoi nous baille ministère à Bouli, mais combien de trous qui bouchaient, mais combien de routes qui réparaient. Or, nous pas jamais des bagages ça comme données. Il se trouve, alors c'est pour revenir, je fait pour ça, pour revenir au carburant. Maintenant, vous avez des syndicats qui, comme toutes les autres associations, ce n'est pas syndicat seulement, même associations, secteur patronal, chambre, etc., souffrent de même bail là. Moun yo pas un cop pour payer cotisation. Yo pas fidélisé à aucune association ou regroupement que ça veut dire, vous avez des partis politiques côté c'est 10 moun seulement qui baillent pour le parti politique là fonctionner, reste mieux par exemple des cotisations. Donc ce sont des partis qui ont des propriétaires. Ou un club football, côté c'est 3 nèg qui baillent pour acheter ballon, reste nèg eux même yo là yo pas payer cotisation. C'est normal pour nèg acheter ballon. Si vous pas mettre dans l'équipe là, il va quitter le football là jouer. Qui finance comment? Voilà. Mais tu as situation ça, c'est dans toute bagaille que il y a dans le syndicat qui a un pile de difficultés pour être capable de faire même cotiser. Maintenant, où on désordre complet, n'importe qui n'est d'un matin qui décide que, bon, il vend un petit là, il fait cadeau un petit garçon en motocyclette, petit garçon en motocyclette, et puis il décide de la faire trafic. La faire trafic sur qui route? À partir de qui étude? Est-ce que vous avez besoin de motocyclette en plus sur route ça? Pas de rien comme ça que fait. Désordre là continuer à n'en plus finir. Chaque nèg qui sorti dans tête li que le cache ton motocyclette, il décide de prendre son circuit routier. Donc on pas aucun contrôle de trafic qui vient sous circuit. Ou une occasion là qu'on y a avec essence avec espèce de subvention que ou t'a supposé bailler transport routier pour dire syndicat pas un problème. Nous allons regarder pour population qui est dans zone ça. Qui quantité de transport ça correspond à un mouvement de population. On prend route aéroport, rivé, Clessine. On dit, on n'a pas besoin de plus que 50 camionnettes à 25 places pour faire tronçon ça. Donc nous allons limiter les camionnettes qui ont droit à tronçon ça. Ça a été fait longtemps. Parce que longtemps, il y a des bords qui tronçon, côté capable de faire, il y a marqué sur camionnette. Moi, camionnette ça, c'est pour tronçon ça seulement le payer. Donc ça t'a permis de régler la circulation mieux et empêcher que n'importe qui monde décide que le tournon chauffeur taxi moto ou mon chauffeur camionnette. Sous 10 syndicats, bon, on va le renforcer. On a un problème quoi, un problème pour fonctionner, ou un problème de formation. Or, un syndicat sont qui est important dans le pays. Il est important pour régulariser le fonctionnement et société et les gens qui travaillent dans le même bagage. C'est des groupes d'intérêt qui sont extrêmement importants pour structurer. Ou t'as dit syndicat, mon cher, on va structurer tête. Tout le monde qui est inscrit dans le syndicat, puisque mes lois, comme l'État, besoin
Tant quantité de transport en commun, c'est-à-dire tant quantité de passagers de tel côté, tant quantité de passagers de tel côté, de tel côté, de tel côté. Donc, on peut régler ça. On a fait mon inscrit, c'est-à-dire on a invité, ou après inviter mon inscrit dans le syndicat, appartenance à syndicat, pour permettre l'État de récolter taxes. Parce que, ou pas qu'à appartenir au syndicat, si vous ne payez pas impôt, si vous ne faites pas déclaration définitive d'impôt, si vous ne payez pas carte d'immatriculation nationale, si vous ne payez pas une patente de chauffeur pour capable exercer son métier normalement. Bon, si tout le bagage est rempli que le syndicat a contrôlé, il prouve que même ça remplit toutes les conditions, nous baillons le syndicat droit à un carburant subventionné. Le syndicat en dans l'État, dans mes BMPAD, acheter des carnets de fiches qui ont une quantité de gallons là-dedans, mais lui-même il connaît que le pays gallon à 200 gouttes ou de 250 gouttes. Là, on va présenter pour nous un tableau côté que une structure réelle, et côté que l'État est capable également à faire le strict minimum. Côté l'État veut, est capable qui veut. Il suffit d'une bonne foi. Pour que ça nous décide tout le temps que l'État n'est pas capable. Toute structure là, toute loi là. La fin justifie les moyens, vous savez. C'est écrit par Machiavel. Si la décision n'est pas que politique, si c'est une décision qui doit nous permettre de construire le pays, je l'appuie. Mais il faut qu'il y ait une cohérence dans les décisions. Il faut qu'on suivi de fait. Ce n'est pas dit, je vais augmenter ça, le film bral bail syndicat, on 33 000 gars, non. Et ça ne faut que sens. Même besoin qu'on ait qu'on me baille ça. Le syndicat de transport en commun reprochait à l'État que lorsque gaz l'a baissé sur le marché international, là, comme c'en est le cas aujourd'hui pour un petit monde dans la société, pas jamais on baisse dans le prix sur le marché local. Pour que ça, c'est lorsque il est augmenté, il y a un argumentaire ça, qu'on peut plus subventionner parce qu'on fait un déficit de 150 milliards ou plus de 150 milliards de gourdes en 10 ans environ et plus de 30 milliards de gourdes de déficit en un an environ. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce que vous... qui sont portés comme réaction, mais comme réflexion là-dessus, selon observation, mais selon expérience Porto? Mais écoutez, si l'État dit que l'a subventionné le transport en commun, on dit que l'État dit l'a subventionné à 40% ou 33% ou 25% saldaire. Mais quel que soit le prix carburant sur le marché, depuis l'île transparent, ou acheter carburant sur le marché international à Tancob, rendu en Haïti avec transport couteau Tancob, prix à la revente par Tancob, l'État subventionné 25%. Donc pas de problème. Nous apprenons que le transport en commun toujours paye carburant 25% moins cher. Afin de fixer le prix net là, ça va faire sens non plus. Puis une fluctuation sur le marché international là, il faut que la fluctuation reflète sous le prix marché. Sous le prix ici, sous le prix à la revente. Je crois que c'est tout à fait normal. Libérer le marché de manière à ce que le gain baisse là, prix à vie normal à la baisse, le gain augmentation, prix à vie normal à l'augmentation. Le secteur de transport en commun parle également de l'observatoire des produits pétroliers dans le pays, pour que ce n'est pas l'État qui, de par lui-même, choisit de prendre une décision, c'est là, mais qu'il y a d'autres structures qui aident à les réfléchir à la prise de telles décisions. Vous êtes d'avis? Et moi, je crois que c'est un double emploi. Pour qui ça, pour nous retirer responsabilité de l'État et l'État pour nous bailler à des structures indépendantes. C'est la responsabilité de l'État. Mais nous ne sommes pas capables à chaque fois que l'État péchait pour le remplir responsabilité, pour le remplir rôle, nous décidons de faire une structure en dehors de l'État qui prend le coup des crobes pour nous remplacer l'État. Je crois que pression, c'est sur l'État même pour l'État remplir rôle. L'État existe pour gérer la communauté. L'État sont structure de contrôle et de gestion d'une communauté. On force l'État à faire le job. Pour ça, un homme ministre ou pour ça, un homme directeur de l'IMPAD. Pour ça, il va le toucher, il finit pour me faire l'autre structure pour le toucher encore, pour me contrôler ça. Non. Que le nègre fait le job, il touche pour ça. C'est ça, à sa taxe, nous servir. Donc, créons l'autre structure, l'autre observatoire. Bon, chaque monde a un observatoire, pas yo. Secteur privé a un observatoire, les syndicats a fait observatoire, chaque monde a fait observatoire, pas yo, pour faire pression sur l'État. Il n'y a pas de problème avec ça, non? Mais que son structure créée, que l'État m'a décréé pour aider, il ne pas quoi que ça va faire sens. Il y a plein de gens qui pensaient que c'est parce que la société a lagué, même
pratiquement à lui-même. On le prend sur le plan sécuritaire. Je dis à rapidement, on a créé des structures, évidemment. Ne pas même parler de quantité de compagnies de sécurité privée qui viennent dans le pays. Ça, ne pas compter les encore. Et surtout, avec remontée vertigineuse de actes de kidnapping, d'insécurité globale dans le pays, à côté que parfois, il y a des gens même pour entrer la caillou pour ça qu'il y ait opportunité, ça, je dis, il faut qu'il y ait des permissions à un chef de gang. Maintenant, qu'ils sont capables de penser, à côté d'un observatoire, pour question de gaz là, observatoire sur sécurité, observatoire sur ça, parce que presque toutes les responsabilités de l'État sont tombées à l'eau, si n'a observé réellement, je dis à M. Achille Larac. Bon, puisque nous entrons dans cet aspect, ça, qui est pratiquement un aspect politique, puisque c'est insécurité politique, c'est pas un bagage, c'est pas un phénomène social. Il découlait de mauvaises décisions politiques et d'une utilisation du politique et une utilisation des jeunes par le politique. Donc, on dit que la société civile là, qui est principale victime et menacée, puisqu'il y a beaucoup de gens qui kidnappent le ministre. Bon, bien qu'il ait été fait tentative qui kidnappe le directeur général, quand même. Il y a beaucoup de gens qui kidnappent un ministre ou un fonctionnaire. Il y a des machines blindées, il y a des escortes, il y a des policiers, il y a tout ça besoin. Alors, il y a des fonctionnaires peut-être de second rang, des directeurs, des directeurs adjoints qui est enlevé, évidemment. Oui, mais ça n'a pas affecté la politique là. Et gros autobris, il n'y a pas kidnappé, il n'y a pas qu'à kidnapper, il y a suffisamment de protection, il n'y a pas kidnappé. Donc, et la société civile là, c'est lui-même qui est victime de l'État. Il est tout à fait normal que leur victime mon bagage pour qu'une instance qui supposée régler les questions, pas régler les pour aller chercher comprendre sa guerre. Parce que la fin sort le loup du bois. C'est pourquoi peut-être que d'autres personnalités du secteur de sécurité ou bien des anciens militaires et des experts en sécurité, vous mettez sur pied le GTS, groupe de travail sur la sécurité. On en parlera après la pause, si ça ne vous dérange pas, M. Achille Larac. Voilà, votre invité d'aujourd'hui, Madame, M. Achille Larac de Haïti, je m'engage, de l'Association des militaires d'Haïti et du GTS. Nous reviendrons après la pause pour en parler davantage. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, Madame, Monsieur. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Votre invité, c'est Achille Larac de Haïti et je m'engage et de l'Association des militaires d'Haïti ou des anciens militaires tout simplement. Achille Larac qui est avec nous sur le plateau pour parler de la crise du carburant, mais pour parler également de la crise sécuritaire. Bon retour, Monsieur Achille Larac. Mais avant de terminer, première tranche, nous avons développé un point sur question observatoire des produits pétroliers pour question carburant, tout simplement. Ou il y a un petit mot à ajouter, certainement pour nous finir avec le chapitre, ça, pour nous entrer dans le chapitre sécuritaire, surtout avec le GTS que nous formé. Je devais résumer pour me dire que, par exemple, l'enveloppe que le gouvernement prétend donner sur, enfin, vous dire que certainement et bah là, c'est pour le reboisement, pour la protection de l'environnement. Mais, enveloppe ça, tu as supposé mon parti là-dedans, qu'elle subventionné gaz propane pour gagner moins de déboisement. Puisque c'est comme si nous avions mis sur la tête, je ne pas subventionner propane, le fin ou prétendre qu'on va mettre un déboisement. Enveloppe que vous décidez pour amélioration des conditions de vie en général de la population, tu as supposé aller pour subventionner le carburant qui a baillé chauffeur et transport commun et pour être capable que le prix de transport plus bas que possible. Et ça donne une possibilité extraordinaire, même si on a pris la question de sécurité tout de suite avec lui. Le ou bien un répertoire correct à partir du syndicat, de qui est inscrit comme chauffeur régulièrement, qui a payé taxe d'abord, ça va taxe pour rentrer. Ça va permettre l'État d'assurer une entrée supplémentaire de taxes, puisque il vient formaliser et transport commun.
Deuxième bagage que le fait, il permet tout un fichier sur chaque individu qui est sur motocyclette dans la rue, qui peut aller éviter les Englendo. Qui a utilisé le même système là, qui pose que c'est chauffeur taxi moto, alors que c'est des vigies qui ont pour gang ou bien des bails comme ça. Alors, depuis on a des fichiers dans le syndicat, ou un dossier, ou tout à fait dans le syndicat qui a contrôlé le comportement, ça va permettre l'État d'agir sous sécurité des rues immédiatement. Certainement, M. Achille, mais nous voulons faire une transition en douce avec question sécurité, on parlait là. Nous montons le GTS, qui est un groupe de travail sur question sécurité. Et on pense que je dis là, c'est pas la réflexion qui a faite sur sécurité encore, ou bien sur insécurité, parce que nous sommes au fond, c'est-à-dire nous toucher le fond, si nous avons dit comme ça. Mais avant, nous avons souhaité peut-être comme ancien militaire un jour, dit-on, militaire toujours, d'ailleurs vous dirigez avec vos anciens collaborateurs, Association militaire d'Haïti. Comment vous vivez l'émotion, mais aussi les pleurs de ancien major, et Eddie Marcelin, c'est pas pour peut-être mettre abcès sous clou, mais son situation, son sujet qui, d'ordre social, il faut en parler uniquement. Comment tu suivi situation ça? Et un militaire qui pleure, qui demande vraiment le strict minimum. J'ai écouté hier l'intervention de mon ami Clarence Renoir, disant qu'un militaire en uniforme ne devrait pas pleurer en public. Et c'est peut-être vrai dans un autre monde, mais l'armée d'Haïti a pleuré en plusieurs fois. Wow. Nous avons pleuré très probablement en 1915. Nous avons pleuré en 1994, quand nos soldats étaient par terre et mis en joue par les Marines américains. Et sous l'applaudissement de la population, je veux bien vous dire. Et il y avait énormément, je voyais des jeunes regarder ce spectacle et pleurer. Quand vous parlez des jeunes militaires, alors que de l'autre côté... Je vois des jeunes dans la rue qui regardaient toute une population et déchaînée qui paraissait se contenter ou être... enfin, approuver ce qui se faisait. Et de l'autre côté, je voyais des jeunes qui ne comprenaient pas grand-chose, mais qui pleuraient parce que leur repère, on détruisait leur repère. Incompréhension. Et j'ai vu mauvaise cohabitation peut-être. Le major Marcelin pleurer, et je vais vous dire une chose. C'est comme un médecin auquel vous demandez de sauver une vie sans rien lui donner pour le faire. Le médecin, avec son métier, est obligé d'accepter que son patient meurt. Faute de matériel. Non, pas faute de matériel. La responsabilité, c'est la mauvaise foi des dirigeants. Le manque de vision et la mauvaise foi de ceux qui nous dirigent. On n'aurait pas dû concevoir de remobiliser une armée sans nous en donner les moyens. C'est pas normal. La société elle-même devrait se prononcer pour ce genre de choses. Ce que le major a fait, c'est un acte de courage. C'est pas une faiblesse. Un major, un officier de l'armée, en uniforme, se laissant aller à pleurer devant toute une foule, en public, pour moi, c'est un acte de courage. Vous avez une définition personnelle du courage. C'est volontairement déshabillé. Non. Pour avouer sa faiblesse, il faut être courageux. Cesser de prétendre un jour, avouer sa faiblesse, dire, écoutez, je n'ai rien en main. Il lui a fallu du courage pour faire ça. Ceux qui n'ont pas pleuré sont les poltrons. Poltrons, vous avez dit? Oui. Ils ont fait comme si la chose était correcte. Ceux qui essaient de faire comme si tout était bien, ceux qui se contentent de rire, les gens qui aujourd'hui dans les rues ne se soucient pas de ce qui se passe à Martissan. Le citoyen haïtien qui ne pleure pas, les morts qui ont été criblés de balles, ce massacre qui a été fait dans un autobus à Martissan, ne mérite pas le nom de citoyen.
le major Marcelin a fait un acte courageux. Il a dit à la nation la vérité. Et nous devons remercier ce major. Ça, c'est mon avis. Donc, vous avez l'impression que c'est malheureux qu'il y ait des gens qui comprennent ça mal et qui parfois fustigent, nous prenons le verbe, critiquer amèrement le major Eddy Marcelin. Donc, c'est comme un cri de cœur, c'est comme, je dirais même, un représentant indirect ou direct de la société qui parlerait des faiblesses, qui parlerait des douleurs, qui, comme vous l'avez dit, s'est laissé aller. C'est toute la société qui devrait pleurer avec le major Eddy Marcelin. C'est exactement ça. C'est comme un père qui avouerait à son fils ses faiblesses. Mais qui devrait quand même assumer ses responsabilités. Et après les pleurs, que devrait faire ce père pour redresser la barque et passer à l'action? Je n'ai aucun doute que le major Marcelin, que je ne connais pas personnellement, je tiens à vous le dire, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je tiens à vous dire que je n'ai aucun doute que cet officier est disposé, disponible à servir son pays. En termes de rappel, pour les jeunes qui nous suivent, vous êtes un ancien militaire. Militaire un jour, dit-on, militaire toujours. C'est peut-être pour mieux comprendre le cadrage ou le cadrage que vous faites de cette situation. Pour les jeunes, peut-être qui ne vous ont pas connus. Maintenant, vous mettez sur pied, quand j'ai dit vous, les autres collaborateurs et vous mettez sur pied un groupe de travail sur la sécurité. Comme je le disais au début de la seconde tranche, ou au début de l'émission, tout simplement, il y a des gens qui pensent que le temps n'est plus à la réflexion. Monsieur Lachel Alarac. Mais nous ne sommes pas en train de faire des réflexions. Le groupe de travail sur la sécurité, c'est justement, au fait, c'est un mouvement. Ce n'est pas un groupe restreint, un groupe bien spécifique d'individus. C'est un mouvement que nous avons créé, c'est un mouvement dans lequel nous invitons toute la population à participer. Le GTS, c'est d'abord ceux qui, dans leur sphère spécifique, c'est-à-dire moi, avec l'association des militaires, et Haïti, je m'engage, et Pierre L'Espérance, avec son organisation, le pasteur destiné avec un regroupement des églises protestantes, et nous sommes, M. Lumarc avec les secteurs universitaires. L'ancien directeur général de la PNH, Mario-André Sol. Mario-André Sol avec des secteurs de sécurité dont il a, et puis une bonne partie de la police nationale avec lesquels il a gardé contact. Et du haut de son expérience, parce qu'il a une expérience de militaire, de directeur général de la police. Voilà, il avait réussi. Je vous rappelle que, qu'on aime, qu'on l'ait apprécié ou pas, il avait réussi dans la mission qu'on lui avait donnée, qui était de pacifier le pays à une époque similaire à celle-ci. Peut-être moins grave que celle que nous vivons. C'est relatif pour certains, même pour des anciens policiers. Donc il avait réussi à faire quelque chose, il avait commencé à redresser la police. Je vous dis que le problème de la sécurité n'est pas seulement un problème de gang, c'est un problème de désorganisation de la police. Vous avez beaucoup plus d'inspecteurs généraux que d'agents. Donc vous avez des commandants de police, des directeurs généraux de police, qui se sont empressés de donner des grades à toutes leurs promotions, même à des gens qui ne méritaient pas ces grades. Donc vous avez des gens extrêmement gradés dans la police et très peu d'agents pouvant faire le travail du terrain. Donc cette pyramide de commandement qui aurait dû exister et être respectée ne l'a pas été. Yoga et police la net. Yoga et police la net. Maintenant, en termes d'action, qu'est-ce que vous avez déjà fait de rencontres? Nous avons rencontré le directeur général de la police, M. Franzel B, avec lequel nous avons noué de très bons contacts. Nous avons rencontré le commandant-chef de l'armée. Nous sommes sur le point de rencontrer très certainement les organisations internationales intéressées, les pays amis, et Mme Lalim et autres. Et nous avons de sérieux contacts avec la diaspora haïtienne et surtout avec la diaspora ayant son mot à dire, enfin, ayant accès aux instances qui dirigent les États-Unis, le Canada et la France, et ces principaux pays-là. Donc nous avons établi les choses et nous avons beaucoup de contacts avec les techniciens haïtiens qui proposent des méthodes de prévention
Mais nous avons aussi, je tiens à vous le dire, nous sommes sur le point de mettre en place un système pour contacter les gangs eux-mêmes, les chefs de gangs eux-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas... la CNDDR. Je ne sais pas si dans l'équipe, puisque nous avons beaucoup de ce qu'on appelle les clusters. La CNDDR, c'est la commission de désarmement, démantèlement et de réinsertion. Nous avons beaucoup de clusters. Il y a certainement des gens parmi nous, comme M. Pierre L'Espérance, qui est en train de les contacter. Très certainement, il doit faire partie de ce GTS, de ce groupe de travail sur la sécurité. Il fait partie du GTS, mais il fait partie du groupe qui très certainement va contacter le CNDDR et pour avoir des informations. Ça veut dire qu'il faut que chacun dans son domaine, je ne peux pas moi-même empiéter sur un domaine que je ne connais pas. Comme Marion Dessol ne va pas empiéter sur un domaine qu'il ne connaît pas. Nous ne sommes pas les spécialistes de la communication, et pour certains, des spécialistes de la sécurité pour certains d'autres. Donc, nous nous sommes regroupés justement avec des différentes spécialités, et pour continuer et nous supporter l'un l'autre, pour que nous ayons une meilleure prise sur les domaines, dans nos domaines de compétences, sur les secteurs qui sont intéressés. C'est-à-dire que l'Association militaire d'Haïti, que je représente, et elle est intéressée dans la prise en charge des jeunes en prévention d'un recrutement par les gangs. Je veux moi-même recruter ces jeunes-là pour que les gangs ne les recrutent pas. Vous les recrutez pour en faire quoi? Non, ça fait, quand je vous dis que je veux les recruter, je veux pouvoir en prendre en charge et faire bénéficier, que les anciens militaires fassent bénéficier cette jeunesse-là de son expérience. Et les centres de Carrefour, le Delmar et toi, nous voulions les prendre en charge. Nous avons fait des démarches pendant près de 4 ans à partir de Jovenel Moïse. Ça nous a toujours été promis. Et puis la lourdeur administrative et la mauvaise foi des dirigeants fait que nous ne pouvons pas rejoindre. Et voilà l'état du centre de Delmar là maintenant, qui est un repère de gang. Les jeunes abandonnés sont dedans. Quand vous parlez de recrutement et de prise en charge, vous parlez d'une intégration dans une possible force d'armée. C'est exact? Nous parlons d'un encadrement de ces jeunes à partir d'une discipline militaire, c'est-à-dire comme un bootcamp. C'est-à-dire? Ça veut dire que vous encadrez des jeunes, vous les mettez dans une structure d'accueil où la discipline est posée à l'intérieur d'une discipline militaire de fonctionnement. Et discipline sportive ou militaire, c'est la même chose. Et maintenant, vous leur donnez la formation académique nécessaire. Certains vont aller dans les formations professionnelles. Et le devoir civique ou l'obligation civique peut être en fait fait de différentes manières. Ça veut dire que certains peuvent être déjà sélectionnés pour aller dans la police, d'autres peuvent être sélectionnés pour aller dans l'armée, d'autres pour d'autres corps de métier ou d'autres. Nous allons avoir des gardes environnementaux, toutes sortes de choses. Ce n'est pas forcément pour les métiers d'armes seulement qui vont être formés. Le passé importe peu. Le leur, par exemple. Je vous parle de jeunes. Ça veut dire 12, 15 ans, etc. Non, vous ne parlez pas des membres de ces groupes de gangs. Non, nous n'avons pas la compétence pour la récupération des membres de groupes de gangs. C'est en termes de précision. Ça, ce serait une institution beaucoup plus élevée que la nôtre. L'armée aurait pu la faire avec l'aide de psychologues ou de choses comme ça. Ça a été fait dans d'autres pays. Là, vous parlez des jeunes, j'allais dire sains. Quand vous parlez de recrutement des jeunes, c'est ce qu'on doit comprendre. Oui, c'est-à-dire nous voulons faire une prévention pour qu'ils ne soient pas recrutés par les gangs. Donc c'est à ça que l'association militaire s'intéresse. Nous prônons la récupération de certains jeunes qui font partie des gangs. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons le faire. Nous n'avons pas la compétence pour le faire. Nous le prônons parce que nous l'avons vu faire dans d'autres pays. Nous pensons que l'armée aurait pu servir de structure pour ce recrutement-là. Maintenant, M. H. Laracq, pour être encore pratique, et plus pratique s'il le faut, GTS a pensé à situation ça va dégringoler aujourd'hui, parce que personne n'est épargné, tant pour ça, par exemple, les hauts dignitaires de l'État indirectement sont épargnés parce qu'il y a un minimum de sécurité. Il y a un maximum de sécurité. Je dirais un minimum parce que le président Jovenel Moïse a été assassiné qui, selon tout le monde, était un minimum, mais qui pratiquement ne pouvait pas dire rien. Peut-être c'est une opinion. Le président Jovenel Moïse était un maximum de sécurité que le pas contrôlé. Ça ne dit pas de rien.
La fin justifie les moyens. Non. À quoi ça sert une sécurité si ça ne peut pas vous protéger? Oui, mais aucun des dignitaires qui sont là, avec la sécurité qu'ils ont, ne contrôle leur service de sécurité. Puisque qui peut dire qui est pour qui? Donc, en ce sens-là, on n'a rien à ses côtés. Maintenant, M. H. Larac, est-ce que nous pensons à un boucan étant bouilli, si nous capables de reprendre l'expression ancien président René Garcia Préval? C'est-à-dire, au moins, si on sortit là, il a marché, que les gens qui le il n'y a pas bien inquiétude d'enlèvement, il n'y a qu'à aller occuper des activités, de traverser Martissan. Ce n'est pas les chefs de Martissan qui disent non, je dis, pas passer. Depuis, ils ratent, sourient, passer, là, mourir. Ils parlent, ils agissent aussi. Donc, avec toutes ces personnalités d'expérience, toutes ces ressources immenses, qui sont capables de faire aujourd'hui, M. H. Larac, dans la réflexion pas nous et dans l'action pas nous? Bon, bah, qui fait me rire hier, m'a regardé une vidéo qui vient virale sur les réseaux sociaux. Le bandit a attaqué le commissariat Martissan, qui reprend. Et c'est quand il y a un butin de guerre, il paraît qu'il prend, on peut s'avancer. Est-ce que vous remarquez que tous ces messieurs habillés en policier? Tous ces messieurs gagnants ont des mitrailles de police sur eux. Ils ont le désir d'être chef, d'être policier, c'est d'après vous? Et messieurs dit, non, écoutez, ban disponible. Pas de policier là. Pas de police dans le pays. C'est une défaite de l'institution. Ça veut dire que le bandit lui-même se plaint de l'absence d'autorité policière. Et il m'a demandé si je suis capable d'ajouter au bonhomme avec vous que l'État assume les responsabilités dans la zone ça et bien la sécurité fait mon retourner à la caillou. Donc, jeune mauvais, il garde, il crase, il détruit poste police là. Il dit pas de policier là, pas venir parler de policier parce que pas de policier là. Il faut que l'État assume les responsabilités. C'était phrase monsieur directement. Parce que mon dit là, il n'y a pas de policier. C'est-à-dire? Et puis il mettait la police là sous lui. Ça veut dire que pour moi-même, bon, l'autre réflexion que nous obligés de faire aujourd'hui là, l'absence d'autorité ou le manque de confiance ou la perte totale de confiance que messieurs servient sur la police fait que nous avons décidé, ou même jeunes qui pas des gens influents, ils ont décidé que les policiers ça pas fait travail. Ils ont jugé les policiers ça. Donc, lui-même, bon, méthode gang dans son bail différent, attaquer mon. Ils ont jugé les policiers ça et ils ont dit qu'il faut que l'État prenne responsabilité sur ça qu'on fait là. Donc, tout ça, nous-mêmes, comme citoyens, nous avons dit, nous avons regardé ça. C'est bandits, même pour contre qui dit. Donc, il faut que nous ayons l'autre réflexion aujourd'hui. Oui, c'est bandits. Oui, il faut que vous payiez pour le crime que vous faites. Mais comment fait des jeunes petits gens qui rentrent dans le banditisme, qui, du point de vue de certains, irrécupérables, de mon point de vue, qui est irrécupérable, ils ont posé même réflexion que moi-même avoir. Comment faire un poste de police, 2-3 bandits attaquent, ils ont vandalisé, ils ont mis tout le policier dehors, quand le policier est endeuillé. Et rien n'est fait peut-être pour donner une autre réponse, même une réplique. Il paraît, enfin, j'ai écouté dans votre bulletin de nouvelles que il y a une tentative que la police a fait sur Martissan, qui a monté descendre. C'est pas aujourd'hui, mais la mort continue, on compte encore des victimes. Voilà. Mais si les bandits eux-mêmes, c'est une chance dans toute notre... Enfin, dans tout développement, ces chansons. C'est que même bandits, ils ont même pensé avec nous. Maintenant, M. H. Larac, nous fait partie d'un groupe de réflexion sur les élites. On peut le dire, c'est une évidence. Maintenant, à qui ça élitise sa expérience capable de servir aujourd'hui à M. H. Larac? Moi, je suis que professeur James Boyer, qui est dans le groupe de réflexion, moi, je suis que et DG Marion Desol, qui l'a donné, tout de nèg une expérience de la police qui permet nous faire des propositions concrètes aux nouveaux commandants de la police et aux instances de responsables de la sécurité, ministère de la Justice, etc. CSPJ, SALDE. Vous pensez que c'est uniquement proposition qui manquait? Vous pensez que c'est ça qui manquait, peut-être? Non. Proposition et analyse sous proposition, ça veut dire que l'on fait une proposition et que le pas qui moyen pour lui. Mettez-les en application. Nous là tout pour nous chercher voies et moyens pour mettre en application.
Le bois haïtien commence à contribuer à la propre sécurité. Nous n'avons pas besoin d'un blanc, voyez, chat, de guerre pour nous. Ça veut dire? Ça veut dire que nous joignons, nous avons contact avec des groupes côté, des groupes tant de diaspora que dans la société civile, là, on a fait des marches pour au moins nous capables de cotiser nous-mêmes pour nous acheter un chat et la police. Nous capables, nous avons les spécialistes dans mi-temps, nous, tant dans la diaspora que localement, qui sont capables de dire quel type de matériel n'est pas obligé de zam, non? Et drone, saleté, que nous avons besoin. Vous pensez que c'est moyen de ne pas gagner et que c'est qu'on doit connaître ça? Nous pensons que nous avons moyens, mais nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble pour nous orienter. Moyens nous, puisque nous n'avons pas jamais un calcul cohérent sur qui ça nous perdu déjà et qui ça nous risqué perdu par rapport à ça nous doit investir pour nous suspendre. On peut parler d'un mot bien une phrase côté fait que peut-être m'a pour prendre. On va penser que un manque de volonté au lieu d'incapacité ou bien de idées, de vision, manque de vision, tout ça. Jusqu'à Ariel Henry, moi-même, moi clair, c'est une mauvaise foi caractérisée de tout gouvernement passé pour résoudre le problème de sécurité. Jusqu'à Ariel Henry. Pourquoi ça jusqu'à Ariel Henry? Parce que je ne sais pas ça Ariel Henry a fait. Et pas que je ne peux pas dire, monsieur, non? Il a plus de 4 mois au pouvoir comme ministre. J'ai dépassé la période Maniga. J'ai dépassé les 6 ans de Maniga. Le professeur Maniga a passé 8 mois environ. 8 mois? Oui, environ, oui. Si je ne m'abuse pas. Ah, je ne peux pas expliquer. Oui, mais lui, il a 4 mois. Ouais. Mais j'espère que le passé dans Maniga. Alors, mais il devrait, selon peut-être la première mission, faire des élections dans un court temps, peut-être 3-4 mois, selon la Constitution. Bref, peut-être c'est un autre débat. Mais maintenant, M. H.L. Lara, nous sommes, ça va il y a quelques mois, ça y a juste quelques semaines que nous avons ce plateau. Nous avons parlé d'action. Comme uniquement dans des films, nous connaissons dans certaines sociétés, dans certains pays, lorsque cette situation ça avait existé, il y a un monde qui parlait avec notre groupe à tort ou à raison. Demander la paix, demander une trêve, demander par exemple, il y a un cessez-le-feu. Je veux dire, pas l'impression que nous n'avons même un monde qui parle avec Bandio. Messieurs, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est vos frères, vos sœurs, etc. D'abord, puisque nous sommes en phase de réflexion, de parole, personne pour parler aux gangs, aux chefs, d'abord, ensuite. Mais personne non plus pour agir. On va penser que ce GTS a servi à ça. Si toutefois le gouvernement se révèle incapable, mais on nous dit l'État de mauvaise foi, parce que la société a dégringolé, les gens ont peur de tout, n'existe plus. Il y a des gens qui ont près de 3 jours dormi dans la zone de la marine parce que juste pas traverser puis ils vendre. Tout produit pourri. C'est des coûts énormes sur le plan économique pour une petite famille. Je me permets de dire que dans le groupe GTS et dans l'association Unité d'Haïti, les deux, nous avons constitué des commissions. Et je suis volontaire pour parler à ces gangs de ces 2 commissions-là. Je suis certain que d'autres membres, comme le pasteur Destiné, vont aussi se porter volontaires. Je suis presque certain que le professeur James Boyard acceptera de nous accompagner dans une démarche pour intervenir vis-à-vis des gangs. Je suis plus que certain que le major Dionon Alexandre de l'association des militaires sera avec moi pour essayer de parler à ces gens, à ces jeunes qui sont en errance sociale. Maintenant, et pour nous finir, vraiment, il y a environ 10 à 11 familles que peut-être personne ne connaît, nous sommes personnes nous-mêmes, et même pour qui connaît, nous pensons à eux quand importer des âmes dans la société, et peut-être des membres du secteur privé qui seraient, selon des informations, derrière des groupes de gangs, de parler avec eux, parce que poisson pourrait pas tête li selon l'information. Donc, on ne peut pas résoudre le problème uniquement. Moi, je connais la réalité. Je ne me suis pas penché sur ce domaine. Je n'ai pas de preuves et je n'ai pas accès aux informations de police me disant que c'est un tel qui importe des armes. Donc, je ne peux pas me permettre d'accuser quelqu'un. Ça, c'est son travail de police, d'investigation et de police. Pas quoi que ça peut-être que Pierre L'Espérance
dans le domaine Pali, capable de faire ça. Si monsieur dénoncé que le vient avec preuve, monsieur que dans GTS là, tant qu'on a association militaire, toute association dans le pays, nous avons un bloc d'elle, s'il bonne preuve que c'est monsieur X ou madame Y qui importe les armes pour tel bagage, mais son travail de police. Je dis à la, pas qu'à prêter foi ni courir dit. Non, alors c'est pas peut-être nous demander ou accuser ou pas, regardez vous nombreux, parce que parfois machine comme une petite pièce pour les avancer et que c'est ça qui est toute catastrophe là qui fait que vous pouvez faire accident en route, vous pouvez peut-être camper en route, etc., etc. Vous devez ouais, est-ce que GTS là c'est pas un groupe, une structure en plus uniquement? Est-ce que ça, juste des inquiétudes et des questionnements, capable de contribuer à un rétablissement de paix, de calme? Le groupe de réflexion ou de travail sur la sécurité capable vraiment aider la société, parce que nous-mêmes, tous ces sociétés, à connaître l'autre 2022. Comme citoyen, comme journaliste, c'est peut-être la même réflexion, la même opinion, la même position que je partage avec vous aujourd'hui sur le plateau, M. Achille Larac. Et c'est un souhait aussi pour 2022. La structure GDS, qui est un mouvement, encore une fois, ce n'est pas une structure fermée, ce n'est pas un bagaille qui n'est pas ouvert, son mouvement lié. Nous invitons la société, dans toutes ses représentations, à s'intéresser à leur sécurité, à la sécurité de la collectivité. Donc, cette structure est composée de gens de différentes appartenances, qui dans différents bagailles, qui, au lieu de faire réflexion seulement dans le groupe PAYO, et qui fait des interventions dans le groupe PAYO, nous réunissons tout ensemble pour faire une réflexion commune, pour faire une discussion beaucoup plus élaborée, et une réflexion commune, et porter pied nous ensemble pour ça. Donc, certainement, GTS là sont des outils qui, d'abord, se veulent rassembleurs autour de ce problème-là. Il n'y a pas de limitation dans ce sens que, ou il y a des gens qui ont occupé et bagaille de police ont dit qui est-ce qui a voué les armes, qui est-ce qui est responsable, ou il y a des gens qui ont occupé, comment est capable d'inciter ou sensibiliser la jeunesse là pour faire des autres choix, et puis c'est intégré dans les autres bagailles. Ou il y a des gens qui ont fait pression sous dirigeants pour prendre des décisions correctes, des décisions stratégiques, ou il y a des autres gens qui sont spécialistes, qui ont même informé ou si vous voulez diriger et secteurs qui concernent eux pour être capable de prendre des bagages pour que les autres monde qui chercher des moyens financiers pour nous capables d'arriver à la solution. Mais maintenant, nous avons besoin également des gens qui agissent, qui peut-être capables d'aider les sociétés à retrouver un petit paix, une petite stabilité pour que simple citoyen qui peut-être pas dans la politique, qui a besoin uniquement de respirer, c'est-à-dire vivre, capable de vivre en paix, M. Achille Larac. Merci beaucoup de votre disponibilité. C'est toujours un plaisir pour nous gagner sur le plateau à Métropole pour nous faire échanger comme citoyens engagés. D'ailleurs, fait partie de Haïti. Je m'engage. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci, Georges. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Votre invité, c'est M. Achille Larac de Haïti, Je m'engage, et de l'Association des militaires d'Haïti, évidemment de GTS, groupe de travail sur la sécurité. Donc, année a fini. Déjà, sur Métropole, nous commençons à souhaiter un joyeux Noël, mais une année de paix, de respect, de responsabilité surtout pour 2022, parce que moment arrivé pour que nous agissions, parce que c'est l'action qui, dit-on, élève une nation. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes encore une fois. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.